Aujourd'hui, il est temps de s'intéresser à un sujet fondamental sur lequel vous êtes nombreux à vous interroger. Comment fonctionne l'univers de Bleach? Je vois souvent revenir en commentaire des questions sur le cycle des âmes, la mort des Shinigami et tout ce genre de trucs. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous proposer une vidéo dans laquelle on détaille un peu ces concepts. Bien sûr, vous vous doutez qu'il reste des zones d'ombre, et en une vidéo ce sera pas possible de tout expliquer, mais on va tout de même évoquer pas mal de trucs. Et avant de se lancer comme toujours, je vous remercie pour votre soutien et je vous invite à claquer vos bancailles sur le bouton like, ainsi qu'à vous abonner pour plus de contenu sur Bleach. Pour commencer, voilà comment on va structurer cette vidéo. Déjà, on va évoquer les humains et le monde réel. Ça me semble être une bonne base pour ensuite développer sur les Shinigami et les Holos. Mais avant ça, on va revenir à nouveau sur les prémices du monde de Bleach. Alors préparez-vous, on repart des millions d'années en arrière. À la base, l'univers de Bleach était composé d'un seul monde, dans lequel la vie et la mort n'existaient pas. Ce monde voyait cohabiter des Holos, des humains et quelques êtres aux pouvoirs spéciaux qui sont les ancêtres des Shinigami. C'est dans ce monde qu'est né le roi des esprits, qui fut scellé par les ancêtres fondateurs des 5 familles nobles, dans le but de séparer le monde en plusieurs parties. C'est comme ça que les concepts de vie et de mort sont apparus, et avec ça toute cette histoire de cycle des âmes qu'il faut garder en équilibre, sans quoi les mondes s'écrouleraient. Dès lors, le monde est séparé en plusieurs parties qui sont le monde réel où vivent les humains, le Uekomundo où vivent les Holos, et Soul Society où on retrouve les Shinigami et les âmes défuntes. Bien sûr, il y a aussi l'enfer, mais là-dessus, vous le savez, tout n'est pas clair. On sait que c'est là-bas que finissent les Holos qui auraient commis des crimes de leur vivant, et on sait aussi que le Uekomundo agit comme une sorte de couvercle, qui protège un peu les différents mondes des miasmes de l'enfer. Ensuite, il y a aussi le Dangai qu'on pourrait éventuellement compter comme un monde à part entière, mais bon, c'est surtout une voie de passage, on va dire. Et si vous vous demandez pourquoi les ancêtres Shinigami ont décidé de séparer le monde en plusieurs morceaux, la réponse est simple. À la base, l'ancien monde, bien que chaotique, avait tout de même un certain équilibre, qui s'est brisé au moment où les Holos ont commencé à bouffer des humains. Si ça avait continué, le monde serait devenu une amalgamation de ménos gigantesques, donc il fallait un moyen de créer un vrai équilibre durable. C'est donc pour cela qu'est né le concept de cycle des âmes, dont la circulation entre les différents mondes doit rester en équilibre. Mais à quoi correspond cet équilibre exactement? Bah en fait c'est simple, il faut qu'il y ait plus ou moins le même nombre d'âmes à Soul Society et dans le monde humain, afin que la balance ne penche pas d'un côté ou de l'autre, ce qui entraînerait une destruction certaine. Enfin bref, ça c'est la base, si vous voulez en savoir plus, j'en ai déjà parlé en vidéo, donc maintenant parlons du concret. Comme je l'ai dit, on va commencer avec les humains du monde réel. La grande majorité d'entre eux vit sa vie normalement, et c'est à leur mort qu'il se passe des trucs. Lorsque l'âme d'une personne quitte son corps physique, il y a alors plusieurs voies possibles. Le plus commun, c'est que l'âme soit envoyée vers Soul Society par un Shinigami, via un rituel appelé Konso. Dans ce cas, tout va bien, vous arrivez au Rukongai et c'est comme si vous viviez une nouvelle vie dans l'au-delà, en tant qu'âme, qu'on appelle aussi Konpaku. Mais rien que là, il y a des questions qui se posent. Déjà, est-ce qu'on garde nos souvenirs? Bah visiblement oui. Souvenez-vous de Yuichi, le petit garçon décédé dont l'âme était prisonnier d'un oiseau au tout début du manga. Après avoir rejoint Soul Society, il semblait se rappeler de tout. Et c'est pareil pour Ginjo et Tsukishima dans l'arc final. Il y a aussi plus besoin de manger. Genre si vous avez pas de pression spirituelle comme la majorité des âmes de base, ben vous êtes tranquille là-dessus. Mais si vous possédez de la pression spirituelle comme les Shinigami, ça marchera pas. Quoi qu'il en soit, une fois arrivé au Rukongai, vous êtes sous forme d'âme et vous ne possédez plus de corps physique, encore une fois comme les Shinigami. Votre corps est plutôt fait de particules spirituelles, comme toute chose à Soul Society. Mais vous pouvez quand même éventuellement faire des gosses et fonder une famille. La fille de Renji et Rukia par exemple est née en tant qu'âme à Soul Society, et c'est la même pour des familles entières dans ce monde-là. Après le problème du coup c'est que si vous mourrez vieux en tant qu'humain, vous allez arriver en tant que vieux à Soul Society, du coup c'est pas ouf. Le cheat code en vrai c'est de mourir jeune, pour vivre encore plus longtemps au Rukongai, même si c'est giga risqué comme plan de vie. Si vous vous retrouvez dans un quartier rempli de tueurs à la Zaraki, c'est foutu. Et en parlant de tueurs, justement, que se passe-t-il si une âme meurt? Bah là aussi c'est simple. Elle regagnera le cycle des âmes en étant réincarnée dans le monde humain. Mais c'est pas une réincarnation en mode je me souviens de tout, disons plutôt que l'âme est recyclée. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est aussi possible de devenir éventuellement Shinigami après être mort dans le monde humain. Ça a l'air plus rare, et beaucoup de Shinigami haut gradés descendent de familles ancrées depuis des années à Soul Society, mais ça reste possible. Rukia par exemple est devenue Shinigami après être morte dans le monde humain et après avoir erré un moment dans le Rukongai avec Renji et sa bande. Mais la majorité des âmes restent justement là-bas et fondent de nouvelles familles avec les gens qu'ils rencontrent. Et même s'il est possible de retrouver des proches perdus de notre vivant, ça aussi c'est une occurrence rare au final, car le Rukongai est gigantesque et il peut s'y passer des dingueries. En tout cas on va dire que c'est le scénario positif après la mort d'un humain, et d'après Rukia, près de 89% des âmes se sentent mieux au Rukongai. Mais comme j'ai dit, ça peut aussi se passer différemment. Si à votre mort vous aviez d'énormes regrets, ou énormément de haine au sein de votre âme, il se peut que celle-ci reste attachée au monde réel. On l'a dit, une fois mort, l'âme des humains quitte leur corps physique. Ceux-ci deviennent alors des plus, un terme qui représente les fantômes qui ne sont pas des Holos. Et c'est là qu'entre en jeu la chaîne du karma, qui est une sorte de lien entre l'âme et le corps physique. Une fois que celle-ci se brise en mourant, tout va bien et normalement vous avez plus qu'à être guidé vers Soul Society, ce qui est le boulot des Shinigami.
Mais encore une fois, les regrets et la haine peuvent faire que cette chaîne restera attachée au monde humain, en se consumant petit à petit, jusqu'à créer un trou au niveau du cœur, signifiant la transformation en holo. Le meilleur exemple pour cela est dans le volume 4, où un holo va apparaître près de l'hôpital où Don Kanonji fait son émission. Celui-ci avait plein de regrets en lien avec cet hôpital de son vivant, et c'est pour ça qu'il se retrouve enchaîné à celui-ci après sa mort. On appelle ce type de fantôme des Jibakurei, ce qui signifie en gros esprit lié à la terre. Une fois que sa chaîne s'est brisée, il est donc devenu un holo, un être aux instincts maléfiques qui se nourrit d'âme pour combler son absence de cœur. Après, c'est pas forcément obligé de rester attaché à un endroit en particulier. Genre certains plus peuvent errer pendant longtemps au pif avant de se transformer en holo. Et avec ça, on a les deux suites les plus probables après la mort d'un humain. En gros, soit vous êtes guidé vers Soul Society, soit vous errez en tant que plus avant de devenir un holo. Bien sûr, dans le deuxième cas, il est tout de même possible que votre âme soit purifiée. Quand un Shinigami tranche un holo, son âme finit par rejoindre Soul Society en étant lavé de ses péchés. Par contre, si ce holo était déjà maléfique quand il était humain, là c'est un aller simple pour l'enfer. Ça on peut bien l'illustrer avec le holo Shrieker, qui sera envoyé là-bas après avoir été battu par Ichigo. Mais encore une fois, c'est loin d'être le seul scénario possible, et en devenant un holo, vous gagnez la possibilité d'évoluer encore et encore, jusqu'à possiblement atteindre le stade de Vastolord. Ça j'en ai parlé dans une vidéo récente, donc je vous la recommande, mais on va quand même détailler un peu. Les holos de base ont tous une personnalité et des individualités, et pour évoluer en Ménos, il est nécessaire que beaucoup d'entre eux se rassemblent et se livrent à un grand rituel satanique de cannibalisme maléfique. Le dernier survivant deviendra alors un Ménos, et perdra ses individualités et ses souvenirs. Parce que oui, les holos gardent visiblement des souvenirs de leur vie humaine. La preuve avec Shrieker encore une fois, qui se rappelait des circonstances de sa mort même si on peut pas garantir que ce soit toujours le cas. Enfin bref, parfois le Ménos nouveau-né va garder ses individualités et c'est seulement ceux-là qui pourront évoluer au stade d'Adjukas, puis éventuellement de Vastolord, mais ça c'est juste pour certains élus. Quoi qu'il en soit, en plus de vouloir bouffer des âmes, certains holos ont un autre objectif. S'ils avaient des personnes qu'ils aimaient durant leur vie antérieure, ils vont se donner pour but d'aller les bouffer, comme le frère d'Orihime a tenté de le faire avec elle. Mais il y a encore une autre issue possible pour les holos, qui peuvent éventuellement devenir des Arrancars. Ces êtres sont des holos dont le masque a été arraché, comme Grand Fisher par exemple. Et comme vous le savez, Aizen a été en mesure de créer des Arrancars entre guillemets parfaits grâce au Hogyoku. Mais il est bien possible pour un holo d'arracher de lui-même son masque, comme l'a fait Ulcura. En tout cas, vous comprenez qu'en tant que holo, il est possible de vivre très très longtemps si vous vous faites pas bouffer par un congénère ou purifier par un Shinigami. Regardez Baragan, il date de ouf et il a régné sur le Uekomundo pendant des milliers d'années. Et en parlant du Uekomundo, c'est bien sûr le monde de prédilection des holos. Lorsqu'ils naissent, ils savent instinctivement comment rejoindre ce vaste monde, constitué de particules spirituelles densifiées. Celui-ci serait l'opposé du monde des humains, et il est composé de plusieurs zones spécifiques, comme la forêt des Ménos ou le repère des Adjukas, mais c'est surtout un désert géant à la superficie gigantesque, qui, comme on l'a dit plus tôt, fait aussi office de protection contre les miasmes de l'enfer. Et pour finir sur les holos, il est important de rappeler qu'ils étaient quasiment tous des humains avant, et même si la grande majorité est maléfique, il est parfois possible que certains, en évoluant, finissent par devenir des êtres neutres sans mauvaises intentions. Et maintenant, il serait temps de parler aussi des Shinigami. Bon, étant donné que ce sont des âmes, on a déjà dit pas mal de trucs, mais ils ont quand même quelques particularités. Vous savez bien entendu que leur boulot consiste à maintenir l'équilibre entre les mondes. Pour cela, ils ont diverses missions, comme l'accompagnement des âmes, la purification des holos et tout le bordel. Afin d'accomplir ces tâches, ils peuvent facilement voyager entre Soul Society et le monde réel à l'aide de ce qu'on appelle les papillons de l'enfer. Ces papillons sont des sortes de guides qui servent aussi à communiquer au sein du Seireitei, et grâce à eux, les Shinigami n'ont pas besoin de traverser le Dangai, qui est un moyen bien plus chiant de rejoindre le monde réel. Les dieux de la mort possèdent aussi bien plus de pression spirituelle que les âmes basiques, ça j'ai envie de dire que c'est évident. Mais c'est aussi ce qui fait que leur mort peut être différente. Comme on le disait, normalement une âme défunte regagnera le cycle en étant réincarnée, mais ce n'est pas le cas des Shinigami de niveau capitaine. Étant dotés d'une pression spirituelle bien trop grande, ceux-ci ne peuvent retourner à la Terre comme on dit, et à la place ils sont envoyés en enfer. En temps normal, les particules spirituelles qui composent le corps d'un Shinigami se dissipent et sont en quelque sorte réabsorbées au sein de Soul Society. Mais là, comme j'ai dit, c'est pas possible à cause de la trop forte densité de ces dites particules. Alors dans quel but ils finissent en enfer, ça on sait pas exactement, mais on peut se dire qu'ils deviennent peut-être des sortes de gardiens. Dans le one-shot paru l'été dernier, Kubo Sensei nous montrait Zayel Aporos étant évadé de l'enfer, avant d'être ramené par la version infernale du Kitake. On va pas trop spéculer là-dessus, c'est pas le but de la vidéo, mais si vous voulez savoir, oui, Zayel a commis de nombreux crimes en tant qu'humain, en plus d'avoir été un holo particulièrement cruel. Et si je dis ça, c'est pour vous faire comprendre que tous les espadans sont probablement pas en enfer. Logiquement, seuls ceux qui auraient commis des crimes en tant qu'humains devraient s'y trouver. Et comme j'ai dit, c'est le cas pour Zayel. Si vous saviez pas, il a vraiment fait des dingueries, mais ça on verra dans sa vidéo. Et maintenant qu'on a parlé des trucs essentiels, on va devoir rentrer en territoire sombre, en s'intéressant à tout ce qui n'est pas forcément clair dans le manga. Déjà, qu'advient-il des âmes dévorées par les holos, comme celle de Masaki par exemple? Bah visiblement, elles sont foutues, et elles quittent alors le cycle des âmes. Elles se retrouvent comme piégées au sein du holo,
et ne pourront ni se réincarner ni accéder à Soul Society au final. Elles deviennent plutôt en quelque sorte la source du pouvoir du holo. Et comme le dit Ichigo lui-même dans le volume 3, l'âme de sa mère n'est plus depuis que Grand Fisher l'a tué. Et si j'ai dit que ça faisait partie des zones sombres du manga, c'est parce que certains exemples pour certains fans contredisent cette histoire. Genre Soken Ishida, il a été tué par un holo, et pourtant il a fini à Soul Society. Mais bon, à aucun moment on nous dit que le holo a bouffé son âme, et on peut facilement imaginer que les Shinigami sont arrivés avant que ça n'arrive. On peut même aller plus loin. Rappelez-vous, c'est Mayuri qui a fait en sorte de retarder l'arrivée des Shinigami quand Soken était acculé par les holos. On peut très bien se dire qu'il leur a ordonné d'attendre qu'il se fasse tuer pour intervenir, mais de faire en sorte que le holo ne bouffe pas son âme. En faisant ça, ils ont facilement pu l'envoyer à Soul Society pour qu'il s'y fasse charcuter par Mayuri. Mais il y a autre chose. Une phrase d'Ichibei dans Ken Furyu Run World qui pour certains est la preuve que les âmes bouffées par les holos peuvent être sauvées. En effet, le leader de la division 0 dit que s'il tuait Grimmjow sans préparation, ce serait très dangereux pour l'équilibre des âmes. Et en entendant ça, on peut se dire que s'il le tue, les âmes qu'il a bouffées en masse seront toutes envoyées à Soul Society d'un coup, ce qui ferait pencher la balance. Mais je pense que c'est pas du tout ce qu'il veut dire. À mon avis, ce serait plutôt que les holos comme Grimmjow représentent à eux seuls une énorme quantité d'âmes. C'est elles qui augmentent la puissance des holos, en servant de power-up en quelque sorte. Du coup, si Ichibei tuait Grimmjow, c'est un peu comme si toutes ces âmes disparaissaient de l'équation. Et c'est plutôt ça le problème. Mais à aucun moment elles ne semblent pouvoir être sauvées et envoyées vers Soul Society. Et vous allez me dire, mais alors quand les espadas se sont fait fumer, ça a dû grave faire pencher la balance? Et la réponse est oui, mais là le Gotei 13 était préparé. On sait en plus que pour ce genre de problème, la 12ème division peut procéder à des régulations, en supprimant des âmes au Rukangai pour contrebalancer. Donc là-dessus je pense qu'on est ok, et ça aurait pas de sens selon moi que les âmes dévorées aient une chance d'être ramenées, sauf éventuellement dans des cas très particuliers. Et puis bon, vous pouvez être certain que si c'était le cas, Ichigo aurait tenté de retrouver l'âme de sa mère à Soul Society. Enfin bref, le deuxième point que je voulais aborder est aussi lié à Masaki en quelque sorte, puisqu'il s'agit des Quincy, qui malgré leur appartenance à la race humaine restent très mystérieux. Le problème avec eux, c'est qu'on est sûr de rien, et il y a pas mal de trucs inexplicables. Si on commence avec les Quincy exterminés il y a 200 ans par les Shinigami, qui pour la majorité étaient des Quincy lotières pas comparables avec les Sternritter, ben on sait qu'ils ont été tués par les Shinigami. Du coup ça me paraît évident qu'à leur mort, ils ont dû être guidés vers Soul Society, pour ensuite se retrouver là-bas sous forme d'âme afin d'être étudiés. Pour confirmer ça, prenons le cas de Soken Ishida. Tué par des holos quelques années avant le début du manga, il a ensuite été victime des cours de SVT de Mayuri, qui nous dit se rappeler de ses dernières paroles. Et s'il a eu des dernières paroles, c'est forcément qu'il a parlé. Donc il était évidemment sous forme d'âme, comme tous ceux qui rejoignent Soul Society. Jusque-là, pas de problème, tout semble cohérent et clair. Mais là où ça se corse vraiment, c'est pour les Sternritter. Il va falloir m'expliquer comment ils ont fait pour rejoindre Soul Society. En temps normal, c'est seulement les âmes qui peuvent, ou alors il faut une technologie à la Urahara. Et vous allez me dire, non, mais ils sont sûrement morts pendant la guerre il y a 1000 ans, et après ils ont été envoyés par les Shinigami. Mais c'est pas possible qu'ils soient là en tant qu'âme, car dans Ken Furyu Run World, l'île Toto et compagnie finissent dans le monde humain, ce qui serait pas possible pour une âme défunte. Dans le manga, la justification est la suivante. Les survivants de la guerre d'il y a 1000 ans se sont enfuis du monde humain vers le Seireitei, jugeant que ce serait l'endroit où les Shinigami seraient le moins à même de les chercher. Du coup, ils s'y sont cachés en créant un espace dissimulé dans l'ombre, qu'on appelle le Vandenreich, l'Empire invisible en français. Et ils ont supposément pu survivre dedans pendant 1000 ans grâce aux particules spirituelles présentes au Seireitei. On est d'accord que ça paraît bizarre, et une explication plus claire sur comment tout ça s'est déroulé serait pas de refus. Là c'est un peu flou et c'est une des grosses zones d'ombre de l'arc final, qui découle de cette fameuse guerre d'il y a 1000 ans sur laquelle on sait presque rien. Après je dis pas qu'il y a aucune explication possible, mais justement j'aimerais que ce soit détaillé car à première vue ça semble un peu bullshit. Enfin bon, vous inquiétez pas, on aura l'occasion de beaucoup parler des Quincy avec l'anime qui arrive, et celui-ci aura probablement l'occasion de faire la lumière sur pas mal de points. Et maintenant qu'on a parlé des différentes factions de Bleach et de leur implication au sein de l'univers, ça me paraît intéressant de faire quelques parallèles avec certains concepts philosophiques et religieux, dont Tite-Kubo s'est probablement inspiré pour créer le monde de Bleach. Toute cette histoire d'âme qui quitte le corps physique, en philosophie c'est un concept qui s'appelle la transmigration des âmes, et qui dit qu'une fois mort, notre âme quitte notre corps pour trouver une nouvelle forme d'existence. En gros, on passerait après la mort à un autre état, sur un autre plan où les choses fonctionnent différemment que de notre vivant. Mais plus globalement, tout ce délire de cycle des âmes est inspiré du bouddhisme, et plus précisément du cycle du samsara, qui est un éternel cycle de renaissance. La religion bouddhiste nous dit que les hommes non éveillés sont pris dans un cycle constant de renaissance et de souffrance, le cycle du samsara, qui signifie courant des renaissances successives. En gros, on vit comme dans le monde réel, on meurt comme quand on se retrouve à Soul Society, et on renaît, comme quand l'âme est réincarnée après la mort définitive de celle-ci. Et dans le bouddhisme, c'est une mauvaise chose, une sorte de cercle vicieux punissant les humains pour leur soif d'existence. Seuls ceux qui n'ont pas atteint la lumière sont piégés dans ce cycle, et les croyances bouddhistes nous disent que chaque homme doit viser à se libérer de cela, en atteignant le nirvana. Et là on parle pas du groupe de musique, ce fameux nirvana c'est un état d'éveil transcendantal, qui une fois atteint permet de se libérer du cycle du samsara.
comme l'a fait Bouddha lui-même si j'ai bien compris. Mais on peut aller plus loin. Il existe des représentations du cycle du samsara qui, comme j'ai dit, font clairement penser au monde de Bleach et surtout au Wakamundo. En effet, la roue de l'existence karmique est la représentation figurative de cette histoire de cycle et de renaissance. Si vous préférez, c'est une notion qui symbolise ce cycle, et qui le décrit en quelque sorte. Cette roue est souvent représentée entre les mains du dieu Yama, qu'on pourrait remplacer par le roi des esprits, car il est le dieu des êtres pris dans ce fameux cycle de renaissance. Et là, il y aurait plein de références à faire à Aizen et à sa dernière forme lorsqu'il affronte Ichigo. Par exemple, son troisième œil là. Dans la religion hindouiste, cette fois, c'est une étape obligatoire pour atteindre l'éveil spirituel, ou le nirvana. Et ça fait parfaitement sens puisqu'Aizen souhaite sortir du cycle et ne pas être soumis au roi des esprits, ce qu'il comptait faire en devenant lui-même un dieu, possédant une conscience bien supérieure à celle des êtres soumis au roi des esprits et au cycle des âmes. Et on va s'arrêter là-dessus pour le fonctionnement global du monde de Bleach. Bien évidemment, il y aurait encore de nombreux points à aborder et plein de concepts à détailler. Mais je peux pas tout faire en une seule vidéo, alors si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. L'univers de Bleach est bien fourni et il y a beaucoup d'autres points à mettre en avant, donc vous inquiétez pas, on a de quoi faire. Rien que parler de l'organisation de Soul Society et du Seireitei, ça pourrait faire une vidéo entière. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des sujets qui vous intéressent. Pareil, dites-moi si selon vous j'ai manqué une info ou quoi. Après tout, il y en a beaucoup à travers les 74 tomes du manga, les caractères book, tout ça. Et cette vidéo a demandé beaucoup de taf pour bien récapituler les choses. Donc j'espère vraiment que vous aurez apprécié. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.